pas de bêtises, vous avez été à Centrale Lyon en école d'ingénieur, donc après à HEC. Et donc vous êtes le fondateur et aujourd'hui le président du réseau Vie, qui regroupe toutes les associations pro-vie. Donc vous allez nous en parler un peu plus précisément. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas d'être là ce soir. En tout cas, merci de m'avoir invité. Comme je disais, donc j'étais pas très loin parce que j'étais à Écully pendant 3 ans et je garde un bon souvenir. Enfin, voilà, il y avait une aumônerie qui n'était pas aussi brillante que la vôtre. Je dois dire que ce soir, j'étais très impressionné par votre messe. Voilà, mais ceci dit, on garde des amitiés. Il se trouve que mon épouse dira, je fais trop de choses. Je suis délégué de ma promo et depuis 40 ans, on se réunit. Et c'est de plus en plus sympathique et on s'est aperçu que le noyau dur qui anime cette promotion, en fait, ce sont des catholiques. Voilà. Et on garde des amitiés longues. Et d'ailleurs, je disais au père que cet été, on n'a pas pu y aller, mais un de mes amis de promo a eu sa fille qui a fait ses vœux perpétuels chez vous, en Ardèche. Voilà. Je crois que c'est Marianne. Je connais le nom de famille, c'est Leroy, parce que j'étais avec Étienne Leroy en promo. Voilà. Donc, sachez que puis j'ai eu la chance aussi que plusieurs de mes filles ont fait des grandes écoles à Paris. Elles faisaient partie d'aumônerie et elles gardent aussi des très bons amis. Donc, c'est ce que je vous souhaite. Et c'est sûr que ça se passera. Donc, sachez que vous ne savez pas ce que vous semez, mais vous récolterez aussi au niveau amitié, au niveau dans le futur. Voilà. Donc, je vais vous parler d'un sujet aujourd'hui qui est... comment commencer ? Ça fait 50 ans que je suis passionné par la vie. Et ça fait 50 ans qu'on perd les combats tous les ans. C'est comme ça. Je ne sais pas pourquoi, plus j'avance, plus je me dis, c'est un petit peu, vous n'étiez pas né, mais en 89, quand le mur s'est effondré, enfin il y en a peut-être certains qui étaient nés, bien sûr, mais parmi les étudiants, très peu, quand le mur s'est effondré, je vous assure, l'année précédente du mur, donc qui séparait l'Est à l'Ouest, s'est effondré, jamais le régime soviétique nous semblait aussi puissant, aussi fort. Et puis d'un seul coup, en 48 heures, le mur s'est effondré. Voilà, donc on verra bien, mais je pense qu'à un moment ou à un autre, on sent plein de signes. L'un des signes qui me fait le plus plaisir, j'étais encore avant-hier à la Marche pour la vie à Paris. Il y a plus de 50% de jeunes. J'imagine que certains d'entre vous en font partie. C'est juste incroyable. Je veux dire que le renouveau se fait un peu naturellement. Des gens qui aiment œuvrer pour la vie. Donc je vais vous présenter le réseau Vie. On m'a demandé de parler, je vais être franc, je ne vais pas vraiment parler tout de suite de ça, de l'euthanasie. Je suis plus spécialiste du début de vie, mais malheureusement, ce qui s'est passé pour le début de vie, si la loi est votée, ça va exactement, à mes yeux, se passer pour la fin de vie. Voilà. Vous n'hésitez pas à m'arrêter si vous avez des questions. S'il y avait des choses que vous... Ça ne marche pas, mais ça, quelqu'un va sûrement être meilleur que moi en technique. J'ai fait une école d'ingénieur, mais je suis nul. Ce qui me passionne, c'est plutôt le commerce. C'est pour ça que j'ai fait une école de commerce après. Et aujourd'hui, je m'occupe plus de commerce que d'ingénieur. Je vous garantis rien. Ça marche il y a 2 minutes. Peut-être que j'arrête ici, non ? Si je fais ça, non ? C'est étrange. La connexion est bonne. Est-ce que vous voulez qu'on débranche ? Tout à fait. Pardon. Sinon, c'est pas grave du tout. Hein. C'est fait par oral. On n'a pas hésité à parler. On n'a pas hésité à parler un peu plus fort. Merci. Merci, ça force trop. Non, je vous le dis. Super. Donc, typiquement, si vous ne m'entendez pas, vous me le dites. Et voilà. Donc, j'anime une association qui s'appelle Réseau Vie. Bon, ce qui est très important, c'est les 3 verbes qu'on utilise. Et vous allez voir que ça nous guide depuis des années. Donc, notre devise, c'est aime, prie, agis. Alors, je vais vous faire 4 parties. La législation contre la vie naissante depuis 60 ans, les fruits amers de ces avortements depuis 60 ans, par contre les raisons d'espérer, et puis une réponse
du réseau Vie, puis après ça sera à vous d'apporter votre réponse dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, dans votre vie associative. Alors comme je vous disais, depuis 60 ans, alors ça a vraiment démarré par la pilule. Alors, je ne sais pas si, sûrement certains d'entre vous ont déjà fait ce raisonnement. Le vrai souci, ce n'est pas l'avortement, le vrai souci, c'est la pilule. Et des papes comme le pape Benoît XVI a très très bien expliqué ça. En fait, qu'est-ce que c'est la pilule? C'est l'homme qui se prend pour Dieu et qui décide de séparer l'acte sexuel avec la procréation. C'est ça le début. À partir de ce moment-là, tout le reste, et Benoît XVI, encore une fois, l'explique bien, on a séparé, l'homme a voulu prendre le pouvoir, a décidé quand est-ce qu'il donnait la vie. Donc à partir du moment qu'il décide quand il donne la vie, quand la pilule ne marche pas, l'avortement, c'est simplement une contraception comme une autre pour beaucoup de gens. Donc à partir du moment où vous avez ça, après ça, puisque vous décidez du début de vie, un jour vous déciderez de la fin de vie. Donc ça, c'est ce qui est important à mes yeux, c'est pas trop la loi Veil, ça a été la loi Neuwirth. La loi Neuwirth qui a été votée en 67, voilà, et beaucoup de chefs d'État n'ont rien vu. L'un des premiers, 67, Général de Gaulle au pouvoir. Général de Gaulle a dit c'est très bien, la pilule, sa femme l'a poussé à faire ça. Des gens comme ça n'ont pas vu l'importance que ça avait, que la pilule. C'est sous le général de Gaulle que cette loi a été votée en 67. Alors après, comme je vous l'ai dit, les gens qui prennent la pilule, on sait qu'il y a à peu près 5 chances sur 100 ou 10 chances sur 100 que ça ne marchait pas pour différentes raisons. Donc, au bout de quelques années, les femmes qui disaient j'ai pris la pilule pour ne pas avoir d'enfant, j'attends un enfant, il faut que je fasse quelque chose. D'où la loi Veil qui est apparue en 74. Avec avant la contraception qui est remboursée et la mobilisation des féministes pour le droit à l'avortement, donc a été votée en janvier 2075, la loi Veil. Pour ceux qui connaissent la loi Veil, elle commence, c'est très intéressant, par, que je m'en souvienne, mais en gros, la vie humaine est très importante, il faut la respecter quoi qu'il agisse. Et puis après, le deuxième article, c'est dommage, j'aurais dû les mieux réviser, mais on m'a prévenu il y a 2 jours. Et le deuxième article dit, sous certains cas, on peut faire des choses par rapport à la vie. Donc la loi Veil commence encore une fois pour dire la vie humaine est quelque chose de très important et qu'on ne peut pas y toucher. Et la deuxième loi, donc j'avais une conférence comme ça très intéressante d'un juriste à l'époque. Voilà. Donc la loi Veil avait pris, bien sûr, comme on va prendre pour la loi sur l'euthanasie, plein de précautions. Elle avait été votée pour 5 ans. Il y avait tout un tas de process avant qu'une femme puisse avorter. On lui demandait d'avoir un temps de réflexion, on lui demandait d'avoir 2 rendez-vous médicaux, etc., etc. Et bien sûr, au bout de 5 ans, la loi a été passée définitivement, en 79. Très important, ça, la femme est seule juge de la nécessité de recourir à l'IVG. Ça, c'est important à mes yeux, puisqu'on nous parle d'égalité tout le temps. Sachez que l'homme n'a rien droit de dire. Alors, il ne faut pas non plus être aussi naïf, c'est souvent l'homme qui pousse la femme à avorter, c'est souvent le conjoint qui pousse. Mais dans l'absolu, il y a eu des cas très graves comme ça et très dramatiques. J'ai un cas personnel, il se trouve que j'ai une de mes filles, je ne sais pas pourquoi, elle a toujours... beaucoup de ses amies filles se sont confiées à elle sur leur vie personnelle et en particulier sur l'avortement. Et elle se trouve que c'est une jeune fille que je connaissais, qui était ravissante et qui venait souvent à la maison. Et puis un jour, elle a avorté. Et donc ma fille me raconte, je ne savais pas, mais c'est donc ma fille qui a eu cette confidence. En fait, c'était juste... D'abord, il faut savoir que l'avortement, c'est pas que dans les milieux païens, hein. Il y en a dans notre milieu. Et là, typiquement, cette jeune fille a avorté. Elle était dans une fratrie de 6 enfants. Et elle a annoncé à ses parents qu'elle était enceinte en 2013. Ça doit vous dire quelque chose. 2013, c'était la loi contre le mariage pour tous, pour le mariage pour tous. Et donc, il y avait des manifestations. Et ses parents montaient à Paris pour aller manifester. Ils lui ont dit à sa fille tout de suite, tu avortes.
parents de 6 enfants ont dit tu avortes. Donc elle a avorté. Et quelque temps après, elle en a parlé à son ami, et son ami a été vraiment effondré parce que lui, il a dit mais pourquoi tu ne me l'as pas dit? Je l'aurais gardé cet enfant. Je t'aurais poussé à le garder. C'est toujours pareil. Donc après, cette jeune fille, il se trouve que bon, elle est restée amie avec ma fille. Après l'avortement, elle a complètement dérivé. Elle a eu plein d'aventures. Elle a été jolie, elle a grossi. Et ses parents, depuis, ne s'en remettent pas de cet avortement. On en parlera un peu des fruits amers. Voilà, donc sachez que ça touche tous les milieux. Sachez que quand vous entrez dans une salle, c'est pour ça que c'est toujours difficile d'en parler, vous êtes à peu près sûr qu'il y a une des personnes qui est devant vous qui a avorté à un moment ou à un autre. Hein. C'est pas dans tous les milieux. En fait, on estime au moins une femme sur 3 maintenant à avorter en fonction du nombre d'avortements qu'il y a en France. Voilà. Donc, et c'est important. Donc ça, pour revenir sur les hommes, donc on n'a pas le droit, alors qu'on nous parle toute la journée d'égalité homme-femme, et ce sont des choses les plus fondamentales, qui est le début de vie. On estime que l'homme n'a pas à intervenir. En 82, on rembourse l'avortement. En 90, l'IVG médicamenteuse est autorisée en milieu hospitalier. En 93, dépénalisation du délit d'auto-avortement et création du délit d'entrave à l'IVG. Ça, c'est important en France. On n'a pas le droit de manifester à moins de 300 mètres d'un centre d'avortement. Alors oui, autorisation de délivrance des contraceptifs d'urgence, en particulier la pilule le lendemain. Vous savez sûrement que dans les écoles, une infirmière n'a pas le droit de donner un Doliprane, mais par contre peut donner sans autorisation des parents, sans que personne ne le sache, la pilule le lendemain aux jeunes filles. Donc la loi du 4 juillet 2001 qui autorise l'IVG jusqu'à 12 semaines de grossesse. L'IVG médicamenteuse est autorisée en médecine en ville en 2004. 2007, l'IVG médicamenteuse peut désormais être délivrée dans les centres de planification, donc il n'y a plus besoin de professionnels de santé pour le délivrer. C'est terrible ça. Là aussi, pour ceux qui réalisent... En fait, c'est quoi la pilule du lendemain? C'est qu'on donne quelqu'un a eu un rapport, la fille a peur d'attendre un enfant, on lui donne la pilule du lendemain et on lui dit vous rentrez chez vous puis vous prenez ça. Et là, il y a des histoires terribles de jeunes filles qui se retrouvent toutes seules et qui voient le fœtus tomber dans la cuvette. Il y a vraiment des moments très très difficiles et très douloureux. Et là, elles sont vraiment seules, les pauvres. Vraiment, vraiment seules. Donc c'est quelque chose... Et dans le nombre d'avortements qu'on nous donne chaque année, ne sont pas inclus ces milliers et milliers d'avortements faits chez soi par la pilule du lendemain. En 2013, l'IVG est remboursé à 100%. En 2013 aussi, il y a un site qui est lancé, ivg.gouv, et la loi qui supprime la condition de détresse exigée pour avoir droit en 2014. La promulgation de l'extension du délit d'entrave à l'IVG. Donc en fait, il se passait qu'il y avait un site qui s'appelait ivg.net qui était tenu par, qui existe toujours d'ailleurs. Ce sont des femmes qui se relaient 24 heures sur 24 pour des gens qui veulent savoir ce qui se passe pour l'IVG, qui était plutôt un site qui incitait aux femmes à garder leur enfant. Et là, le gouvernement a fait une loi spécialement contre ce site. Sachez qu'il existe toujours, et par contre, ils ont mis de tels moyens sur les réseaux sociaux que le site qui était toujours en 1 ou 2e position, maintenant il est relayé à la 2e page. Vous savez mieux que moi sur Google, dès que vous êtes en 2e page, vous avez très nettement moins d'appels. Mais maintenant, ça se passe sur d'autres canaux, mais voilà, donc il y en a nettement moins. Ils ont fait une loi spécialement là-dessus. Ils ont eu très peur. Alors, ça, je fais une parenthèse. C'est un combat où les gens ont peur. Les gens ont peur, mais c'est très souvent, nous sommes tous comme ça. À votre âge, j'étais étudiant et je me souviens très bien de l'avenue Jean-Paul II en France. Et la première phrase qu'ils nous avaient tous dit aux jeunes, au Parc des Princes, c'est « N'ayez pas peur ». Et je vous assure que 40 ans après, c'est la même chose. Mais je peux comprendre, hein, j'ai des tas d'histoires là-dessus de gens qui ont peur. Voilà, les gens ont peur.
Plein d'associations disent ah non, il ne faut pas qu'on dise qu'on est chrétien parce qu'on va repousser les gens ont peur, et même nous, à notre niveau personnel, mais très souvent, il faut savoir que les pressions que mettent les gens contre vous, ça va pas loin, quoi. Et IVG.net a eu très peur. Finalement, ils n'ont jamais eu de procès parce que ce qu'ils font, c'est légal. Ce qu'ils font, c'est transparent. Ce qu'ils font, c'est voilà. Donc, n'ayez pas peur. Cette phrase résonne. Je ne dois pas dire qu'il n'y a pas des moments où j'ai pas eu peur, parce que quand on est dans la défense de la vie, c'est vraiment, vous êtes très souvent attaqué. Mais au bout d'un moment, vous le savez, vous vivez avec. On vous traite tout de suite d'extrémistes, on vous traite tout de suite d'ultra-droite, on vous traite tout de suite on vous envoie des mails, mais bon, voilà. Et en fait, ça va vraiment plus loin, ça peut aller plus loin, mais pour moi qui fais ça depuis 40 ans, l'important, c'est, je pense qu'il faut être dans la vérité. Une fois qu'on est dans la vérité, après, Dieu pourvoit, quoi. Et Dieu nous aide dans ces moments-là. Voilà. Mais je connais un prêtre qui était terrorisé, le pauvre, hein, parce qu'il faisait partie des prêtres qui avaient vraiment été loin jusqu'à s'enchaîner. Il avait été, son archevêque l'avait insulté pour ça, ils avaient été en procès. En fait, ils ont très vite arrêté parce qu'en fait, ils les ont pas attaqués, ils n'ont pas mis en prison, mais ils ont fait des amendes de plus en plus fortes. Donc, ils les ont très vite. Mais je le voyais 20 ans après, il était encore traumatisé parce qu'il lui était arrivé à l'époque. Je vais tâcher d'arrêter d'être négatif parce qu'une des choses que nous faisons dans le réseau Vie, et enfin en 2022, et le délai légal, et puis j'ai dû déjà le mettre, et bien sûr en 2024, la constitutionnalisation de l'IVG dans la Constitution. Voilà, ça. Donc, comme je vous dis, mais ne soyez pas pessimistes, ça fait 60 ans et je vous assure que on sent bien que ça va changer. Ça. Vous avez des questions là-dessus? Non? Allez, on passe à la chose suivante. Alors, les fruits amers. Alors, sachez que les fruits sont réels. Alors, je vais d'abord parler psychologiquement de l'environnement. Je ferai une petite digression économiquement sur la chose. Alors la femme. Alors je vous ai amené quelques revues, enfin quelques choses qu'on a fait. J'en ai amené une dizaine à chaque fois. Je ne pensais pas que vous seriez aussi nombreux, mais vous les partagerez. C'est très important, les conséquences chez la femme de l'avortement. Donc ils sont multiples. Ils sont psychologiques, ils sont physiologiques. Alors il y a des études. Alors ce que nous essayons de faire quand on fait quelque chose, c'est toujours d'essayer d'être sûr que ce que l'on dit est exact. Donc il y a eu beaucoup d'études qui ont montré, semble-t-il, que le nombre de cancers de l'utérus, du sein, est beaucoup plus important chez une femme qui a avorté ou pas. D'autres études disent que ce n'est pas vrai. Mais bon, dès que vous êtes vous qui êtes dans les sciences, vous savez qu'un chiffre, c'est toujours critiquable, quel que soit le chiffre, mais il y a beaucoup de choses dessus. Au niveau psychologique, c'est important. On estime que pour un couple, alors pareil, en France, on n'a pas le droit de faire d'études là-dessus. Mais d'après ce que l'on sait, pour un couple en union libre, après un avortement, 80% de rupture. Pour un couple marié, il paraît que ça peut monter jusqu'à 50%. C'est-à-dire que dans un couple marié, quand il y a un avortement, et c'est amusant, toujours ma fille, je ne sais pas comment elle faisait tout ça, on a des voisins qui ont divorcé, elle connaissait leur fille, elle me dit, mais tu sais papa, sa maman a avorté, et sa fille aussi, que je connais bien d'ailleurs aussi, a avorté. Alors c'est une fille, comme toutes celles qui sont là aujourd'hui, c'est vraiment charmante, elle est toujours d'ailleurs. Voilà, donc, vous voyez ce couple, 20 ans après, ils ont divorcé, et voilà, donc, et là, j'ai des clientes qui, une ou deux fois, je ne sais pas pourquoi j'en parle pas à mes clients, parce que c'est pas le rôle, à force de les connaître dans les années, elles me parlent de leur vie privée, et comme par hasard, celle qui m'en a parlé était divorcée, avec des complications énormes chez ses enfants en psychologie. Donc la femme, c'est vraiment elle qui trinque. Bon, il faut quand même être conscient d'une chose, et c'est ce qui m'aide moi à avancer, c'est
aujourd'hui, quand vous allez vous coucher ce soir, 1000 enfants à naître auront été tués en France. Chaque jour, tout ouvrez. Donc vous savez qu'il y a 250 000 avortements, il y a 220 jours travaillés en France. Tous les jours travaillés en France, il y a plus de 1000 enfants. Donc ce soir, il y a ça. Le conflit en Ukraine qui est terrible, mais je crois que c'est 300 000 morts depuis 4 ans. Nous, dans ces 4 ans-là, on en a eu 1 million chez nous. Alors, vous savez que CNews a été condamné pour avoir dit que l'avortement était une cause de mortalité en France. Vous le savez tous. Et alors moi, je me suis amusé à lire le jugement de CNews. Vous savez la raison qu'ils ont mis, qui est juste incroyable, et personne... Alors, je ne sais pas personne. Et là, j'en ai parlé avec des juristes. La raison qu'ils citent, c'est... Et ce qui est vrai, malheureusement, dans le droit français, l'embryon n'est pas un être humain. Dans le droit, en droit, l'embryon n'est pas un être humain. Ils ne disent pas que vous qui êtes scientifique, l'embryon est un être humain ou pas. Ils ne répondent pas à cette question, parce que s'ils répondaient à cette question, ils n'auraient pas pu condamner CNews. C'est dans le droit français, l'embryon n'est pas un être humain. C'est vrai qu'il y a quelques siècles, dans le droit, l'esclave n'était pas un être humain, c'était un objet. Voilà. Mais c'est la raison pour laquelle CNews a été condamné. Si vous voulez, donc je me suis intéressé à lire tout le compte-rendu. Il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles ils ont été condamnés. Ils disent en droit, ce n'est pas un être humain, donc ils pouvaient pas. Donc ça ne peut pas être une cause de mortalité. Donc je parle de la femme, le père. Ça, c'est important. Je vous conseillerais certains livres. Il y a un livre qui m'a beaucoup marqué, qui a été écrit par Michel Hermanjat, dont je vais vous raconter l'histoire rapidement. Donc le livre, c'est Cet enfant qui m'a manqué, le père et l'avortement. En fait, c'est un Suisse. Quand il avait 18 ans, il est tombé amoureux d'une jeune Suisse. La mère de cette jeune Suisse lui a dit, écoute, c'est parce que maintenant il a 55 ans, il écrit toujours, mais il s'occupe beaucoup d'aider les adolescentes qui sont enceintes à garder leur enfant. Donc c'était il y a à peu près 30 ans. La mère de la jeune Suisse lui dit, tu fais ce que tu veux, ma fille, fais toutes les expériences sexuelles que tu veux, la seule chose, tu n'attends pas d'enfant. Ils se mettent ensemble, et bien sûr arrive ce qui ne devait pas arriver, elle tombe enceinte. Elle va voir sa mère lui dit, je t'avais dit une seule chose, tu ne tombes pas enceinte, tu vas avorter. Lui, homme, souvent nous les hommes, on est un peu désemparés là-dessus, lui il était très emparé, il va voir sa mère et sa mère lui dit, écoute, laisse, c'est une affaire de femme. Parfait. Il l'accompagne quand même jusqu'à la clinique d'avortement, il raconte, la porte vitrée s'ouvre, la jeune fille rentre, et elle la laisse, et elle avorte. Et il dit, 3 semaines après, il l'a trompée avec une autre jeune fille. Malgré ça, ils se sont remis ensemble. Ils se sont mariés, et ils ont eu 4 autres enfants. Et dans leur couple, il y avait toujours cette histoire dont il n'a plus jamais reparlé pendant, que je ne dise pas de bêtises, 16 ou 17 ans. Et ils sont protestants et ils ont quand même prié. Et au bout d'un moment, ils ont dit, ils en ont parlé l'un l'autre. D'abord, ils ont commencé à se pardonner l'un l'autre, disant, je suis désolé d'avoir avorté. Et lui, c'est là qu'il a réalisé, et là je me tourne vers les hommes, notre rôle d'homme, c'est de protéger sa femme et ses enfants. Et lui, il a réalisé ça après. C'était de protéger ses enfants. Donc, ils se sont demandé pardon. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ils ont décidé d'en parler à leurs enfants. Donc, un jour, ils en parlent à l'enfant. Ils n'avaient pas commencé la phrase que sa fille aînée dit « Je savais que je n'étais pas l'aîné de la famille ». Tout de suite, elle a dit « Je savais que je n'étais pas l'aîné ». Alors qu'il n'en avait jamais parlé pendant 20 ans. Bon, et l'histoire ne s'arrête pas là. Et il disait que lorsqu'il était petit, lui, il était toujours attiré par des garçons qui avaient 5 ans moins que lui. Il disait, je ne suis pas du tout homosexuel, mais il se trouve, j'étais toujours attiré par des enfants qui ont 5 ans moins que moi, et j'étais toujours chef de bande d'enfants qui avaient 5 ans moins que moi. Je n'avais jamais su pourquoi. Et après avoir parlé à sa femme, après avoir parlé à ses enfants, il a dit,
je veux quand même aller voir ma mère pour comprendre pourquoi. Elle m'a dit, laisse, c'est une affaire de femme. Il va voir sa mère, et sa mère lui a dit, il a dit c'est la phrase la plus terrible que j'ai jamais entendue. Quand tu avais 5 ans, j'ai avorté pour toi et j'ai tué ton petit frère. Donc il a compris pourquoi sa mère lui avait dit qu'il fallait... Donc pour lui, ça a été la phrase la plus terrible, parce que pour un garçon comme ça, entendre que c'est... Enfin, il était coupable de la mort de son frère. Bon. Donc il a pardonné à sa mère. Ça. Donc je vous conseille le livre, c'est Michel Hermanjas, cet enfant qu'on n'a jamais eu, je vous donnerai les titres. Voilà, donc sachez que pour l'homme c'est important, et sachez que nous les hommes, on a un rôle très important à jouer. C'est comme je vous l'ai dit, j'ai eu beaucoup de témoignages, enfin j'ai lu beaucoup de témoignages, j'ai eu quelques témoignages. Les 2 personnes qui poussent à l'avortement, c'est le conjoint, et le deuxième, c'est la mère. C'est très souvent la mère qui pour protéger sa fille, c'est pas un peu, faut pas juste condamner et dire, mais c'est une réalité. Et souvent, c'est pour dire, mais tu vas gâcher ta vie, tu as 18 ans, tu peux pas, ce garçon, il n'est pas intéressant, etc. etc. C'est les deux qui poussent le plus à l'avortement. Le conjoint d'abord et la mère ensuite. Et enfin, l'histoire vous l'a montré, les autres enfants. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le syndrome du survivant. C'est très rare qu'un enfant, même s'il ne le sait pas, ne sent pas qu'il y a quelque chose qui s'est passé chez sa mère. Et puis sans compter, alors après, c'est le corps médical. Ah oui, le corps médical souffre énormément. Là, il y a une amie qui est en train d'écrire un livre dessus, qui est infirmière et qui a été dans ces centres-là. Et elle a toujours réussi, elle est très croyante, à échapper à faire l'acte définitif, mais ils sont très, très, très traumatisés. Il y a des suicides de gynécologues, il y a le corps médical. Voilà, et elle raconte d'ailleurs que... donc elle échappait toujours, et ses collègues étaient un peu furieux contre elle parce qu'elle ne pratiquait jamais. Et lui disant, mais c'est nous qui faisons le sale boulot, toi tu l'évites. Mais il n'y a pas beaucoup de médecins, pour ne pas dire pas de médecins qui n'ont pas ça. Après, c'est un vrai problème, parce que vous avez sûrement des amis dans médecine. C'est très très dur aujourd'hui de faire la gynécologie sans être obligé de passer par là. Donc moi je connais des gens qui ont refusé d'y aller parce qu'ils savaient très bien que s'ils choisissaient cette chose-là, ils seraient obligés de pratiquer l'avortement. On les obligeait à passer par ça. Ok. Alors je vous avais dit qu'après... Puis, voyez, au niveau de la société, là, c'est le petit aparté. Alors, c'est mon côté économiste qui ressort. Aujourd'hui, en France, on a 3 grands problèmes. Déficit, les retraites et l'immigration. Si vous regardez honnêtement le déficit, vous savez quand est-ce que la France a été pour la dernière fois en bénéfice ? 74. Savez-vous quand est-ce que les régimes de retraite ont commencé à être déficitaires ? 74. Savez-vous qu'en gros, le nombre d'immigrés qu'on a eu en France depuis l'avortement, c'est à peu près le même nombre chaque année que d'avortements en France. Voilà, donc ça c'est mon analyse. Les grands mots de nos sociétés, je pense qu'ils sont vraiment, vraiment liés à ça. Et si on réfléchit un petit peu, si vous calculez, c'est 15 millions d'enfants. Si aujourd'hui on avait même que les 2 tiers comme c'était avant, parce que les chiffres, il faut savoir que les chiffres pour faire passer la loi Veil ont été complètement truqués. Il y avait nettement moins d'avortements. J'ai imaginé qu'aujourd'hui en France on est 10 millions de plus de jeunes formés de moins de 40 ans en France. Tous les problèmes de retraite, d'immigration, de sécurité, d'équilibre. Donc voilà, c'est une des raisons qui me fait dire que, et d'ailleurs aujourd'hui, depuis quelques mois, on a plein d'articles sur la dénatalité. Ils ne sont jamais, bien sûr, abordés ce sujet, mais c'est un vrai problème pour notre société. Vous n'avez pas de questions ? Alors, je continue. Ah oui, l'environnement. Dernier point, je ne sais pas si vous savez, la pilule contient alors, je ne vais pas rentrer dans les explications scientifiques, parce que je ne suis pas du tout sûr de moi, mais toujours est-il qu'on s'est aperçu que dans les villes, dans les rivières proches des villes, il y avait un vrai souci d'environnement, c'est-à-dire que les poissons mutaient et qu'il y avait des vrais problèmes de reproduction des poissons dans les rivières.
et on estime qu'une partie de cette pollution vient de la pilule qui est très mauvaise. Et à ce sujet, j'ai amené ça. Il y a le professeur Ecochard qui a fait des recherches très très intéressantes sur la pilule et la jeune fille, qui montrent que les jeunes filles qui prennent la pilule, c'est très grave pour elles dans la durée, puisque non seulement au niveau le taux de testostérone qu'on leur fait faire, mais ça a des conséquences sur leur cerveau. Donc il a fait des études, d'ailleurs je vous inviterai si vous voulez, il va intervenir auprès du réseau Vision dans quelques semaines sur la pilule et la jeune fille. Alors, les raisons d'espérer. D'abord, les victoires obtenues. Alors, on critique beaucoup les États-Unis, mais les États-Unis, depuis quelque temps, il y a eu un renversement. Alors, il faut pas croire que ça fait comme ça. Lorsqu'il y a eu le fameux jugement Roe v. Wade, l'Église américaine a pris le taureau par les cornes, c'est-à-dire qu'ils ont décidé que dans chaque paroisse, dans chaque diocèse, dans tous les niveaux de l'Église catholique, il y aurait un référent pour la vie. Donc ils ont travaillé pendant 50 ans à tous les niveaux de l'Église pour faire en sorte que les gens comprennent la gravité de l'avortement. Et ça se traduit dans les chiffres, plus de 50% des Américains sont contre l'avortement. En France, je crois que si on faisait un sondage, il y a encore 85% qui sont pour, parce qu'il y a un tel lavage de cerveau, une telle chose. Et ce qui est apparu, alors ça s'est fait sous Trump, mais dans tous les cas, les choses étaient lancées et ils font un travail juste incroyable, les Américains, là-dessus. Donc, vous avez dû entendre parler de ça. La raison d'espérer, c'est que je vous l'ai dit tout à l'heure, l'égalité homme-femme. On nous parle d'égalité homme-femme et sur des choses aussi fondamentales que le début de vie. L'homme n'a pas le droit de donner son avis. Or, sans l'homme, il n'y aurait pas d'enfant et sans la femme non plus, d'ailleurs. Grégoire Pupin, qu'est-ce qu'il y en a qui le connaissent? Oui, il est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Et Grégoire Pupin, qui est un juriste qui dirige le CJL à Strasbourg et qui fait un travail juste incroyable sur la vie. Et on lui a demandé d'écrire un article et en fait, il explique très très bien dans son article pourquoi, même si on le veut, l'avortement ne sera jamais un droit. Et je vais tâcher de vous reprendre le pourquoi dans cet article. Alors, il y a plusieurs arguments qu'il développe. Il y a une raison fondamentale à cela. L'avortement se distinguera toujours d'un droit fondamental. En effet, un droit fondamental vise à garantir la faculté pour une personne d'agir pour son bien en tant que personne humaine. Tout ce que nous reconnaissons comme des droits fondamentaux, penser, s'associer, prier, s'exprimer, sont des facultés par lesquelles chaque individu exprime son humanité. Des facultés que les animaux n'ont pas et qui définissent les droits humains. Les droits fondamentaux protègent l'exercice de ces facultés nobles, spécifiquement humaines. Ils protègent ce qui, en chaque personne, réalise son humanité. Mais peut-on dire qu'une femme s'accomplit et s'humanise en avortant, comme elle le fait en étudiant, en se mariant ou en s'exprimant? Entre un droit fondamental et l'avortement, la différence de nature est patente. De ce fait, l'avortement ne pourra jamais être un droit fondamental car il ne vise pas un bien en soi. Donc il fait un travail remarquable. Il y a une autre personne, juriste, que vous connaissez peut-être de nom aussi, qui est Aude Merkovic, qui fait un travail extraordinaire depuis des années, qui a créé une association qui s'appelle Juristes pour l'enfance et qui obtient maintenant, qui commence à obtenir des succès. Chaque fois qu'elle peut, elle attaque. Et en ce moment, elle veut vraiment arriver à ce qu'au niveau européen, on interdise la GPA. Elle a réussi à faire interdire des choses. Elle est très croyante, d'ailleurs. Elle est très douce. Elle fait argument, et puis elle pose pendant des années,
elle n'a pas le droit de constituer partie civile, puis elle a réussi, puis elle a perdu en procédure, elle a perdu en deuxième, mais elle n'arrête pas. Et maintenant, elle marche très... Et elle commence vraiment à avoir des succès sur tous ces sujets de la vie. Bon, les fruits amers de la macronomie, j'en ai déjà parlé. La jeunesse des militants, j'en ai aussi parlé. Je suis à chaque fois sidéré du nombre de jeunes qui œuvrent pour la vie. C'est juste super. Et dans les manifestations, il y en a 2 en France, un peu sérieuses, c'est celle de Paris, bien sûr, et puis à Lyon. Et à chaque fois, il y a plus de 50% de jeunes qui ont votre âge. Et c'est vraiment 50%, c'est très impressionnant. Enfin, pour moi, c'est très plein d'espérance pour ça. Alors, le réseau Vie, rapidement. Donc, le réseau Vie, c'est une association qui a 2 vocations très claires. La première, c'est de fédérer sur Rhône-Alpes les mouvements Vie. Donc, ça se traduit par 3 choses très simples. 2 fois par an, on se réunit, toutes les associations qui veulent, elles sont là, les AFC, le Jeune, Alliance Vita, toutes vous savez qu'à Lyon, on a beaucoup de chance pour ça. Il y a 2 centres qui accueillent des femmes en difficulté qui veulent garder leurs enfants, Marthe et Marie et la Maison de Louise. Donc c'est 2 centres où une femme qui est dans le mari violent ou dans la famille qu'elle avorte, qui elles veulent garder. C'est souvent les assistantes sociales qui les envoient. C'est pas l'Église catholique, c'est les assistantes sociales qui les envoient. Et donc elles peuvent garder leur enfant. Elles sont hébergées jusqu'à la naissance, jusqu'à 3 mois après. Et en même temps, ils les accompagnent dans tout ce qui est droit, etc. Parce qu'il faut savoir que jusqu'à 3 mois, une femme n'a aucun droit enceinte, mais à partir de 3 mois, quand même, elle a droit à des aides, surtout que si elle est mère célibataire. Donc il y a ces gens-là. Il y a aussi toutes les associations qui œuvrent pour les méthodes naturelles de régulation des naissances. Donc ça, c'est quelque chose qui est très beau aussi. Je vous conseille, vous qui êtes jeunes, de vous y intéresser, parce que vraiment, dans un couple, ça aide tellement le couple à vivre leur amour, de respecter la vie au sein même de son couple. Voilà. Donc on a ces associations-là. On a aussi d'autres associations. Il y a un groupe, Lyon est très riche là-dessus. Il y a un groupe qui s'est constitué il y a 3 ans maintenant, qui est un groupe qui accueille les femmes qui ont avorté et qui ont besoin d'en parler. Là aussi, il y a des histoires juste incroyables. J'en parlais avec mon curé de paroisse. Il m'a dit, Patrick, c'est pas ma vocation, mais j'ai accompagné que 2 femmes là-dessus, et une des 2 femmes avait avorté à l'Hôtel-Dieu, donc elle vivait très très mal, donc elle le voyait souvent, et tous les ans, le jour anniversaire de l'avortement, elle s'asseyait sur le pont du Rhône et elle regardait l'Hôtel-Dieu toute la journée, tous les ans. Il faut savoir aussi que souvent les gens savent si c'était un garçon ou une fille. C'est un peu incroyable parce qu'ils n'ont pas le temps de voir, mais ils le savent. Voilà. Et il existe à ce sujet des chemins de consolation. Vous avez peut-être entendu parler. Le premier, c'est à la Sainte-Baume. Il y en a un qui est en train de se constituer dans le Beaujolais avec l'abbé Perret. Le chemin de consolation, c'est qu'on propose soit une femme qui a perdu son enfant, soit une femme qui a avorté, de pouvoir faire tout un chemin, comme un chemin de croix, mais avec des stations spéciales, et à la fin de pouvoir mettre une plaque pour l'enfant qu'elle a perdu. Voilà. En Italie, il existe des cimetières pour les enfants qui ont avorté. En France, pas encore. Voilà. Donc le réseau Vie, c'est la première chose qu'on fait. Donc on le réunit une fois par an. Tous les ans, on fait là, j'en ai amené quelques-unes. Vous avez là-dessus toutes les associations qui offrent pour la vie. Donc je vous en ai parlé. Donc toutes celles qui sont pour l'écoute, celles qui sont pour la formation, celles qui œuvrent. Voilà. Il y a toutes les associations qui sont dessus. Et la troisième chose, on fait un mail hebdomadaire où là, j'ai dit beaucoup de choses négatives, mais dans notre mail, on ne parle que de choses positives. C'est-à-dire qu'on ne parle que de choses belles qui se passent dans le monde au niveau de la vie. Et on relaie dans ce mail toutes les informations que n'importe quelle association pour la vie souhaite mettre. Donc ça peut être une conférence, ça peut être une vente de charité, ça peut être une formation. Vous êtes peut-être au courant qu'a commencé hier, l'Alliance Vita fait des formations très bien tous les ans. En fait, notre objectif, c'est qu'à Lyon, chacun aide l'autre association et qu'on ne se marche pas sur les pieds. Et puis quand il y a une association comme Alliance Vita avec l'Université de la Vie qui fait des conférences tous les ans, au mois de janvier, c'est 3 lundis. C'est des conférences bien faites qui sont diffusées dans toute la France. À Lyon, il y a 8 lieux en ce moment. Il y a un lieu d'ailleurs des étudiants, je crois, qui sont dans à côté de la place Carnot, au chemin Neuf. Il y en a qui hochent la tête, qui connaissent.
Donc voilà. Donc c'est la première vocation du réseau Ville. Deuxième vocation du réseau Vie, c'est d'essayer d'agir sur des projets concrets. Alors je vous en ai déjà cité, mais je vais vous les redonner. La première fois qu'on s'est réunis, il se trouve qu'il y avait deux femmes qui tout de suite nous ont dit dans le membre du bureau, on aimerait bien créer une maison pour accueillir les futures mères. Et en fait, la personne qui a fait ça, c'est Florence Bussière, elle le dit officiellement. En fait, Florence c'est souvent, les femmes qui sont les plus géniales avec moi, c'est souvent des femmes qui ont connu des choses douloureuses. Elle n'a pas avorté, mais elle a attendu un bébé qui était voilà. On lui a dit, votre bébé ne survivra pas, il faut avorter. Elle a dit, non, je n'avorterai pas. Alors, vous savez, on vous met dans un entonnoir. Et puis finalement, elle a cherché, puis elle a finalement trouvé une équipe médicale à Lyon qui a dit, non, on vous accompagnera jusqu'au bout. Donc elle a accompagné jusqu'au bout. Et donc elle a réussi à le garder. Et il est mort à la naissance. Et elle s'était jurée que le jour où elle ferait quelque chose pour ces fameuses mères qui veulent garder leur enfant. Et donc voilà. Donc de ce projet est née la Maison de Louise. Donc ça marche depuis plus de 10 ans maintenant. Là aussi, la providence est juste extraordinaire. À chaque fois, on a eu l'argent qu'il fallait. Notre petite association, on a un tout petit budget, mais à chaque fois qu'on lance un projet, l'argent arrive comme par hasard le jour où il faut et le montant où il faut. Donc, ils ont démarré, ils ont trouvé un local rue des Maccabées, il fallait le faire. C'est comme ça. Et puis, quelques temps après, les sœurs qui gentiment leur prêtaient, disaient non. Et puis, en plus, il était insalubre. Donc, elles ont cherché. Et là, coup de fil d'une personne qui dit je viens d'hériter de ma mère. J'ai refait l'appartement. Alors, on ne dit pas où il est à Tassin. On ne dit jamais le lieu pour protéger ces femmes. Donc, il est à Tassin. Je vous le mets à disposition gratuitement. Vous paierez que les charges. Très bien, donc c'est ce qui s'est passé. Ils sont toujours à celui-là. C'est vrai que l'appartement, je le connais un petit peu. Il y a 4 grandes chambres, une salle de réception, tout ça. Donc les mères sont accueillies. Et Françoise, la présidente, me dit de Saint-Patrick, elle doit être riche, cette femme. Donc, elle ne l'avait pas tellement vue pendant des années. Quelques années après, finalement, elle rencontre le propriétaire. La propriétaire, je ne sais pas, tout s'était fait par téléphone. Elle va le voir et elle me dit, mais tu sais, je suis arrivé chez elle. C'était son héritage. Et elle me disait dans la conversation, ma voiture, il y a une réparation à 600 €, je ne sais pas comment je vais payer la réparation. Vous imaginez cette femme qui avait un appartement qui est très bien placé, qui est très beau, tout neuf, et ben depuis 10 ans, elle le met gratuitement alors qu'elle ne savait pas comment payer les réparations de sa voiture à 500 €. Donc c'est juste assez incroyable. Donc voilà, donc ça c'est ce premier projet. Alors nous, notre travail, on est beaucoup la mouche du coche. En fait, il y a beaucoup de gens qui, toujours pareil, disent j'ai ça en tête, mais j'y arriverai jamais, tout ça. Donc ils viennent nous voir et notre travail, c'est d'ouvrir notre réseau, de trouver l'argent, parce que l'argent, quand il y a un vrai projet, on le trouve. Voilà. Le deuxième qu'on a fait, c'est alors les pauvres, c'est difficile, mais bon, ils tiennent quand même depuis 10 ans. C'est le cabinet médical La Présence. Il y en a qui ont entendu parler ou pas. Vous pouvez y aller, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a que des jeunes médecins, en plus, vous serez très bien reçus. En fait, c'est un médecin qui venait me voir, il disait « Patrick, j'ai pris ma retraite, mais il faut aider les jeunes médecins qui s'installent. Tout seuls, ils ne tiennent pas pour ceux qui veulent respecter la vie. » Puis au bout d'un moment, je lui ai dit « Jean-Jacques, écoute, on arrête, on crée un groupe de travail. » On a mis quand même 4 ans de travail pour ça. Donc on s'est réunis, puis finalement, il y a des gens géniaux qui nous ont rejoints. Et puis on allait, puis on voyait que le coût était important. Et en fait, le budget, c'était pratiquement 200 000 €. Encore une fois, nos budgets, c'est 10 000 € par an. Et un jour, donc on a beaucoup travaillé. On a été voir le diocèse qui nous a un peu aidés là-dessus. Mais il fallait quand même trouver 200 000 €. Puis un jour, on a dit, on lance. C'était en 1er décembre. J'ai dit le 15 décembre, soit on a 50 000 € et on continue, soit on arrête. Le vendredi soir, le 14, on a eu un virement de 50 000 €. Je n'ai même pas le nom de la personne, j'ai oublié. Voilà, et donc on a fait ce cabinet. C'est un très beau cabinet puisque c'est un plateau de 270 mètres carrés juste à côté de la Part-Dieu. Il est en fait, c'est à côté, pour ceux qui connaissent, c'est l'église du Saint-Sacrement. Si on a de la chance. À côté de l'église du Saint-Sacrement, ça a été fait beaucoup en France par les religieux. Il y avait une école primaire qui était un peu à bout de souffle, il fallait la refaire. Donc ce qu'ils font dans ces cas-là, ils ont rasé l'école primaire, ils ont construit 2 immeubles tout neufs,
et au rez-de-chaussée restait l'école. Comme ça, ils payaient l'école avec les locations, c'est ce qui se passe. Donc ça appartient au diocèse, un autre. Non, mais ils payent quand même 70 000 € de loyer. Hein. Enfin, par Dieu, c'est le prix. Mais donc voilà, donc il y a 5 médecins généralistes qui sont super. Il y avait 2 psychologues, elles ont pris leur indépendance, mais je crois qu'il y a une nouvelle. Il y a des infirmiers et bien sûr des sages-femmes. Voilà. Donc, si vous cherchez un médecin généraliste, alors c'est dur parce que tous les médecins généralistes, ils mettent leur plaque, le lendemain ils sont pleins, mais il leur reste des choses. Et vraiment, ce sont des jeunes que j'admire beaucoup parce qu'ils sont pas mal attaqués eux aussi. Voilà, donc c'est ça. Et puis des petites choses, pas mal de petits projets. Puis ce projet qu'on a lancé, là, c'était pareil. L'abbé Sprit, que certains connaissent peut-être, qui a un vrai charisme. Il est très souvent sollicité par des femmes qui ont avorté. Il est sur les réseaux sociaux, il est très souvent. Et il a écrit un livre dessus qui avait d'ailleurs à l'époque été... la préface était par Monseigneur Germay quand il était en Corse à l'époque. Et donc on l'invite pour faire une conférence et il nous dit tout le temps... Moi, je suis prête, mais ça ne suffit pas parce que moi, je suis prête, je sais guérir spirituellement, mais ces femmes ont besoin de psychologues, elles ont besoin de médecins parce qu'elles souffrent de plein d'autres maux. Et à force de l'entendre dire, pareil, je l'ai vu, puis finalement, on a trouvé une psychologue et un médecin qui sont super. Je connais bien le médecin qui est un père de 6 enfants, qui est juste passionné par la vie, qui voulait vraiment faire quelque chose de concret. Voilà. Donc, il y a un groupe, sachez-le, si vous avez un jour quelqu'un qui souffre d'un traumatisme post-avortement, qui est un groupe de parole. Donc en fait, elles se réunissent, ces femmes entre elles, elles parlent entre elles, et quand elles ont besoin, elles peuvent aller voir la psychologue ou le médecin ou le prêtre. Voilà, donc ça c'est la deuxième vocation. Et notre dernier projet qui avance doucement, mais qui avance, on a décidé il y a 2 ans d'essayer de prendre un peu le modèle américain. On a lancé les paroisses pour la vie. Donc les paroisses pour la vie, c'est assez simple. On propose aux paroisses qui veulent à Lyon. Donc on avait été voir 1 ou 2 curés pour leur soumettre ça. Tout de suite, ils nous ont dit « il faut que notre archevêque vous donne la bénédiction, sinon on n'ira pas », ce que je comprends. Voilà, donc en fait, on est arrivé. Quelqu'un de mon équipe connaissait bien l'archevêque. Il lui a dit « lancez votre chose ». Donc pour l'instant, il y a eu 3 paroisses la première année, c'était il y a 2 ans. En fait, elles vivent les devises de M, prie, agis. C'est-à-dire qu'on leur propose M, c'est connaître la vie. Donc, lisez les grands textes sur la vie. Prie, c'est évident pour une paroisse. Et agis, c'est dans ta paroisse, fais quelque chose de positif pour la vie. Voilà. Donc, on a commencé avec 3 paroisses. On en a eu 7 qui démarrent là. Et on a une dizaine dans les tuyaux. Et on cherche, parce que c'est toujours pareil, l'Ouest lyonnais répond bien. On aimerait bien avoir des paroisses de l'Est lyonnais. Donc, si vous avez des contacts sur l'Est lyonnais, on est très preneur de diffuser ça. Donc, on va encore tester ça cette année. Si ça marche bien, on va faire encore une dernière année avant de le faire. Voilà le type de projet que l'on a. Donc, c'est les 3 choses que je viens de... Alors maintenant, chacun de vous faites... voilà. Après, je pense, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément faire partie d'une association, mais déjà à titre personnel, pour nombreux d'entre vous, allez vous marier, réfléchissez bien, parlez bien entre vous de ça, c'est un sujet très important à mes yeux, tout ce qui est les rapports intimes dans un couple, comment on le vit, comment on respecte, et comment on traduit ça pour nous, pareil pour les enfants que vous aurez, comment vous allez les éduquer là-dessus, etc. Je crois que j'ai fini. Si je voulais juste vous parler d'une dernière chose, on a créé le réseau Vie Jeune. On l'avait créé il y a 2 ans. Alors c'est comme de tout avec les jeunes, c'est qu'ils sont là une année, puis les responsables après ils partent, ils ont un stage, machin. Donc ça s'était arrêté. On a relancé ça cette année. Donc ils se réunissent, pour ceux qui s'intéressent, ils se réunissent 1 fois par mois. C'est très court, c'est un format très dense, très court, parce que c'est le 3e jeudi du mois. Il commence à 6h30 pour ceux qui veulent. Il y a un chapelet. Après, il y a une conférence pendant une petite heure sur un sujet de la vie. Et là, ils ont eu, je vais vous dire après qui ils ont. Et ça se termine par un pot pendant un quart d'heure. L'histoire, c'est qu'à 20h15, ceux qui veulent aller faire la fête vont la fête. Ceux qui veulent aller travailler peuvent travailler tout le jeudi soir. Ça se passe 3e jeudi du mois. Et ça se passe chez les Jésuites rue Salat. Voilà. Et alors, ils ont reçu la première fois qu'ils ont eu... Oui, c'était pas très intéressant, parce que c'était moi. Donc la deuxième, ils ont eu Monseigneur Germay, qui est venu.
Je crois qu'il a été très emballé, Monseigneur Germain. Ils étaient que 15 et ils ont pu vraiment avoir une discussion super. Là, ils viennent de recevoir Olivia Sarton. Olivia Sarton, c'est la directrice de Juristes pour la France, une juriste très spécialisée. Donc, il paraît que c'était aussi passionnant. Et là, ils en ont eu la semaine dernière. Et il paraît que c'était super aussi. Là, ils étaient 18. Ah ben, c'est l'abbé Sprit qui leur parlait de l'accompagnement des femmes. Ils vont recevoir le professeur Écochard sur la pilule et la jeune fille. Voilà, je vous donnerai, pour ceux qui veulent, plus d'informations. J'ai beaucoup parlé. J'espère que vous m'avez entendu jusqu'au bout. J'espère que je ne vous ai pas trop endormi. Et si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je vous laisserai, je vous ai amené différents documents. Ah oui, sur la fin de vie, si je voulais quand même vous en parler. Alors, il y a différentes choses. La fin de vie, malheureusement, c'est un petit peu la même chose qui est en train de se passer. On ne sait pas si ça va passer. Malheureusement, il y a pas mal de choses que ça va passer. Comme d'habitude, ils disent « Ah oui, mais on a mis plein de barrières ». En fait, l'expérience est là. Il n'y a pas que l'expérience de l'avortement, il y a l'expérience des autres pays. Tout de suite, après, en fait, leur chose, c'est de passer l'étape et après ils mettent des barrières et puis l'année suivante ils en enlèvent une autre. On l'a bien vu pour l'avortement. Je vous dis, il y avait le fait qu'elle devait prendre une semaine de réflexion, qu'elle faisait 2 visites médicales, qu'elle devait signer un document comme quoi elles étaient bien conscientes. Tout ça est tombé. C'est ce qui se passe pour ceux qui ne le savent pas, mais j'imagine que vous le savez bien, c'est ce qui se passe au Canada, c'est ce qui se passe en Belgique. Il n'y a qu'une dizaine de pays qui l'ont fait, et tous ont eu des dérives en quelques années très inquiétantes. Donc pour l'euthanasie, c'est là-dessus. J'ai trouvé que là, depuis quelques temps, je trouve que nos évêques sont assez super. Je vous ai amené, mais j'ai fait comme un exemplaire. Il y a eu une tribune de Monseigneur Germain. Je l'ai imprimée si vous voulez, mais qui est très bien faite. Vous pouvez taper sur le diocèse de Lyon, qui est Monseigneur Germain a fait un truc court, percutant. Les évêques de France ont fait quelque chose avec Monseigneur Dornella, qui est responsable de l'éthique au sein de la conférence des évêques, qui est très bien aussi. Il y a une tribune aussi qui est très bien, qui a été écrite par Laurent Frémont, Michel Houellebecq, un peu étonnant, mais et le dernier, Emmanuel Hirsch, qui montre bien que ça sera un changement total. Et là-dessus, j'ai peu d'expérience, mais j'avais fait intervenir des gens. Je me souviens très bien, on avait fait venir la responsable des soins palliatifs de Édouard Herriot. Et on lui avait posé la question, mais vous avez beaucoup de demandes. Elle nous a dit, en 5 ans, Édouard Herriot, le plus grand hôpital de Lyon, elle avait dit, j'ai eu 2 demandes en 5 ans d'euthanasie. Et à chaque fois, j'étais voir le malade, c'est qu'il souffrait et où il était seul. Et dès qu'on l'a pris en charge au niveau de la douleur ou au niveau psychologique, au bout de 2 jours, il ne voulait plus. Donc ça, c'est la réalité. J'ai eu la joie, la chance. Je trouve qu'on est 6 enfants, très différents au niveau de la foi, très différents au niveau des idées politiques, mais on s'est retrouvés au moins pour une chose, pour accompagner nos parents jusqu'au bout, et ils sont tous les 2 décédés chez eux, même si maman à la fin elle avait plus sa tête. Je vous assure, c'est des moments qu'il faut pas louper, quoi, pour ceux qui peuvent. Voilà, c'est ces derniers moments de la vie, c'est à chaque fois très très fort, et vraiment c'est quelque chose à vivre. Donc voilà, l'idée que si cette loi passe, en fait, et c'est sûr, hein, je me souviens bien quand maman elle n'est pas bien, tout ça, je disais. Et heureusement, la loi n'existe pas, et qu'on était chrétiens et qu'on avait décidé qu'on l'accompagnerait jusqu'au bout et qu'on était 6 pour se relier, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'enfants qui sont fils uniques ou ils sont que 2, quand il faut porter les parents pour 2 années. Voilà, mais le vrai point, c'est que c'est les gens vont se considérer qu'ils vont passer du droit, soi-disant, à mourir, au devoir de mourir. C'est sûr, quoi. C'est sûr, quoi. Mais qu'est-ce que je fais là, mais à quoi je sers, je suis une charge pour toi, je te coûte de l'argent, voilà. Et donc c'est sûr qu'on basculera dans ce point. Voilà. Donc c'était ça que je voulais vous dire sur la fin de vie, et malheureusement, si elle est votée, ça sera la chose. Je reviens à ce que je vous ai amené pour ceux qui veulent. Et là, j'en ai amené quelques-uns, donc c'est sur les risques de l'avortement et les conséquences chez la femme. À chaque fois, je fais travailler quelqu'un qui passe 6 mois à lire les choses et à faire les choses de façon, encore une fois, que ce soit
d'une manière professionnelle, avec les pour et les contre. La deuxième lettre que je vous ai amenée, qui est très intéressante, vraiment, et je vous conseille la pilule contraceptive sur la jeune fille, quelles sont les conséquences au niveau de son cerveau, au niveau de son corps et au niveau de son développement humain. Et donc là, c'est le professeur Écochard qui a écrit ça, qui est chercheur, qui est inquiété parce qu'il vient de prendre sa retraite au niveau des HCL. Et la troisième chose, alors pour ceux qui ne connaissent pas, qui veulent connaître la fin de vie, vous avez peut-être entendu parler, mais peu en ont entendu parler, le texte du Vatican paru en 2021, donc très récent, qui s'appelle Le Bon Samaritain. Je ne sais pas si il y en a qui le connaissent, je sais que les petites sœurs des pauvres le lisent bien. Et vraiment, c'est très intéressant. D'abord, c'est court, donc c'est important à savoir. Et surtout, ça se lit très bien. Il y a surtout tout est bien développé sur comment accompagner en fin de vie, comment aider les accompagnants, parce que c'est très fatigant, comment les professionnels de santé doivent prendre la chose, comment ils doivent être aidés. Donc c'est très pratique. Ça a été écrit par le Vatican et peu connu. Je crois que j'avais une dernière... Oui, après, je dois vous avouer, j'ai mis très longtemps à la lire. Cette encyclique du pape Paul VI, Humanae Vitae, ça se lit en 20 minutes. S'il vous plaît, lisez-la, parce qu'elle est d'actualité d'une manière incroyable. Et pour votre vie de couple, pour vous apprendrez plein de choses et vous comprendrez pourquoi Paul VI a été si prémonitoire à l'époque. Donc essayez de la lire. Un texte un peu plus long, mais tout aussi important. Alors, il y a Donum Vitae là, qui est écrit par le cardinal Ratzinger, qui est devenu donc Benoît XVI. Evangelium Vitae, le deuxième grand texte de l'Église que j'estime. Après, moi je vous dis, j'ai mis du temps à les lire. Là, typiquement, on l'a invité, c'est une dame qui psychologiquement est un peu fragile, qui est docteur, et en fait, elle s'occupe des femmes qui ont avorté, mais la réalité, c'est qu'elle le dit finalement dans son livre, elle a avorté, elle s'en est pas remise, et elle passe son temps maintenant à aider les femmes qui ont avorté. C'est maternité blessée. Ça, c'est intéressant parce que cette dame est une journaliste de gauche et qui dit dans son livre, je ne veux surtout pas que ça soit repris par les catholiques, mais qui explique, j'arrête la pilule, pourquoi elle le fait. Donc elle prend tous cette fois-ci scientifique, elle n'est pas du tout au niveau de la foi, elle est au niveau du scientifique. C'est paru dans les éditions J'ai lu, donc très intéressant, vraiment très intéressant ce livre. Cet enfant, donc le fameux livre dont je vous ai parlé, cet enfant qui m'a manqué, Parole d'homme face à l'avortement, comprendre aussi pourquoi c'est un problème d'homme. Je le redis, c'est un problème d'homme aussi. Nous les hommes, on a un rôle énorme dessus. Et trop souvent, on a laissé les femmes seules avec ça. Là c'était les Pierre Tiki qui a fait le livre Noir de l'avortement. Là, c'est un livre sur l'élément douloureux de l'avortement. Là, il n'existe plus, il est vieux. Et là, Grigor Pupin qui a fait un livre aussi très intéressant. Et ça, c'est voilà, c'est un certain nombre de livres. Si vous voulez, je vous transmettrai la présentation. Mais là, vous avez moins d'une demi-heure. Moins d'une demi-heure et vous apprendrez plein de choses. Donc, moi, j'ai beaucoup aimé celui-ci, vous l'avez compris. On l'a invité d'ailleurs sur la chose. Donc, c'est la... Et donc voilà. Et la troisième chose que je vous ai dit, c'est pour la fin de vie, c'est le Bon Samaritain. Et puis là, voici, on a fait aussi un texte que je vous laisse. On a repris les principaux textes justement de l'Église là-dessus. Je parle beaucoup, encore une fois. Est-ce que vous avez des questions? Bon, je crois qu'ils vous ont préparé un buffet, donc je vais vous libérer après tout ça. Merci de votre écoute. Merci.